Arnie! Arnie, réveille-toi! Il y a une tornade géante qui se précipite vers ta maison. Dépêche-toi, cours! Tu dois sortir dans la rue et être à l'air libre. Bien joué. Bon, bien sûr, pour vraiment sauver tes fesses, ça aurait été une bonne idée de te cacher dans le sous-sol de ta maison. Mais bien sûr, il est plus intéressant pour moi et pour nos téléspectateurs de voir ce qui t'arrivera à l'intérieur de cette tornade. T'es prêt? Et c'est parti! Alors il y a quoi à l'intérieur? La largeur de l'entonnoir des plus grandes tornades peut atteindre 1500 mètres. Tu seras exactement là où ça tourne. Chaque année, aux États-Unis, environ 1000 tornades se forment. Et parmi elles, seulement quelques-unes sont vraiment gigantesques. Évidemment, tu as encore de la chance, Arnie. Tu es dans l'une de ces tornades. Je pense que c'est le bon moment pour parler de la basse pression et de la décharge d'oxygène. La pression atmosphérique à l'intérieur d'une tornade est si basse que tes poumons ne peuvent pas extraire suffisamment d'oxygène de l'air. Et après quelques minutes seulement, tu t'évanouis et tu suffoques. Ouh, enfin, j'en avais tellement marre d'entendre tes petits cris là. Un air aussi raréfié équivaut à escalader le mont Everest sans bouteille d'oxygène. Le tourisme de montagne, c'est clairement pas pour toi, Arnie. Mais à l'intérieur de la tornade, plutôt que de mourir par manque d'oxygène, tu vas probablement périr à cause de la collision avec d'autres objets traînés à l'intérieur, avec toi. Tu sais, des arbres volants, des animaux, des voitures, des toits de maison et même des maisons entières. Tout ce qu'on va rencontrer sur le chemin de la super puissante tornade sera détruit en morceaux et tourné à une vitesse pouvant atteindre 500 km/h. Et même si tu imagines que, par miracle, tu peux éviter ces collisions avec tous ces débris, et si une bouteille d'oxygène n'est pas un souci, et que tu survis d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de la tornade, eh bien, n'oublie pas. La tornade va se terminer tôt ou tard. Et donc, l'entonnoir va te laisser partir, et tu tomberas d'une certaine hauteur. Bonjour Arnold. Détends-toi, t'es au milieu de l'océan sans personne pour te déranger. Il n'y a pas d'âme dans un rayon de 100 km à la ronde. Ne pleure pas, je vais t'aider à survivre, petit con. Écoute attentivement et souviens-toi de tout ce que je vais te dire. Tout d'abord, il faut absolument trouver de l'eau potable. La façon la plus simple est de lécher les gouttes de rosée qui s'accumulent sur le radeau. Pas ça, Arnie! C'est de la merde d'oiseau. Hélas, le nombre de ces gouttes de rosée sont trop petites pour que tu puisses survivre assez longtemps. Un moyen plus difficile consiste à trouver une sorte de réservoir pour recueillir l'eau de pluie. Mais tu pourrais mourir avant qu'il ne pleuve. Alors passons à la troisième méthode et la plus difficile. Arnold est trop stupide pour y arriver, mais vous, cher public, écoutez. À partir de 2 conteneurs, un sac et un poids, vous pouvez construire un distillateur d'eau. Mettez l'eau salée de l'océan dans le plus grand récipient et elle s'évaporera, s'accumulant au centre du sac et coulant dans le plus petit récipient. Et le tour est joué, votre eau potable fraîchement distillée est prête. Arnie, il est temps d'aller pêcher. Mangez tout ce que vous attrapez qui ne vous semble pas toxique. Les algues, le plancton, les méduses et même les petits poissons peuvent être capturés avec un simple t-shirt. Arnie, mais que diable as-tu pour te plaindre? Je ne vous conseille pas de regarder l'océan pendant trop longtemps car les rayons du soleil sont réfléchis par la surface de l'eau et vous brûleront les yeux. Vous ne verrez plus le monde, mais le monde vous verra toujours. C'est mieux dans l'autre sens. Arnie, tu devrais construire un auvent sur le radeau pour te protéger des rayons UV. Le choc thermique en pleine mer est une garantie de mort. Mais cependant, une tempête arrive bien avant que le soleil ne commence à vous menacer. Pour empêcher le radeau de se renverser, placez tous les objets lourds au centre et priez Poséidon pour avoir pitié. Félicitations, t'as survécu à la tempête. Mais encore, il reste le problème de trouver des terres. Vous savez, j'ai oublié de vous dire. Arnie, tu es sur le point de t'éloigner de la Terre dans l'océan du monde entier. Point Nemo. L'établissement humain le plus proche est à 400 km, à celle de la Station spatiale internationale. C'est le mouvement soudain des plaques tectoniques qui provoque les vagues. Les fonds marins se soulèvent de plusieurs mètres et créent ainsi les vagues meurtrières du tsunami. À présent, on se trouve au Portugal. C'est ici que se forment les plus hautes vagues du monde. C'est un peu comme un guépard, mais dans le monde des vagues, parce que sa vitesse a déjà atteint presque 100 km à l'heure. Un surfeur hawaïen s'est déjà fait une vague de 24 mètres ici. Et pour cela, il est entré dans le livre Guinness des records. Tu as déjà entendu parler des vagues meurtrières. Il s'agit d'une seule vague qui peut aller de 25 à 30 mètres de haut et qui ne peut même pas être vue, même d'un bateau. Elles peuvent apparaître d'une manière très soudaine et de façon imperceptible. Il y a donc très peu de temps pour sauver l'équipage d'un navire. Ces vagues tueuses peuvent couler un navire d'un seul coup. Même Conor McGregor pourrait envier un tel sort.
La plus grande vague jamais enregistrée s'est formée en 1958 dans la baie de Lituya, en Alaska. La vague a atteint une hauteur de 30 mètres et a recouvert les montagnes qui s'approchaient de la baie. En conséquence, toute la végétation jusqu'à une altitude de 520 mètres au-dessus du niveau de la mer a été détruite. Ça correspond à une hauteur de 5 statues de la Liberté et demie. Sur un rivage, la nature elle-même laisse présager l'approche d'un tsunami. Les animaux sentent venir la catastrophe et commencent à se précipiter quelque part ou à se comporter de façon étrange. Les oiseaux forment des bandes et s'envolent. Si tu es sur la terre ferme, monte dans une voiture, sur un vélo, cours! Ou demande au moins à un King Kong de t'aider. Il est conseillé de se rendre à une hauteur de 35-40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tiens Arnold, t'as plutôt intérêt à te rendre au dernier étage de l'Empire State Building. La hauteur de ce gratte-ciel est de 102 étages, ce qui représente 280 mètres. L'ascenseur monte à une vitesse de 213 mètres par minute. Donc tu as certainement le temps. Oh, ouais, ça aussi c'est possible. Ne me dis rien. C'est un burrito fait maison. Tu l'as préparé pour les astronautes? La fusée s'est amarrée avec succès à la SSI. Prépare-toi. Pour ouvrir la porte, tu dois appuyer sur le bouton vert. Dans 3, 2, 1... Le bouton vert! Arnold! Vert! J'ai un doute sur le fait que les astronautes vont se précipiter à ta rescousse, après ce que tu as fait avec la nourriture. T'as assez d'air pour 8 heures. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir te rendre à la SSI par toi-même. Remuer ton corps ne servira à rien. Même si tu cours comme Sonic le hérisson, ton corps restera ici même. Donc, voici de véritables conseils pour bouger dans l'espace. La première option est d'utiliser l'air de ton réservoir d'oxygène. Dans ce tube, l'air circule à une vitesse de 50 km par seconde. Ce type d'énergie, en seulement 60 secondes, t'enverra à 3 km d'ici. Mais cela réduira significativement votre réservoir d'air. Donc, passons à la seconde option. Le burrito. Tu l'as emballé dans de l'aluminium. L'aluminium est un excellent réflecteur. Si tu fais une petite voile avec la feuille, les particules de lumière réfléchiront dessus. Cela te donnera un élan te permettant de bouger à travers l'espace. Tu as entendu ce que je viens de te dire sur la voile? Fils de poubelle. Ouh, on peut se servir de ça aussi. Les gaz sortent du corps humain à une vitesse de 3 mètres par seconde. Ils peuvent remplir un ballon entier en un jour. Vous avez juste à trouver un moyen de les laisser sortir. Arnold, que fais-tu? Combien de burritos as-tu mangé? Encore un peu à gauche? Pousse! Et... Tu te souviens de la série Love, Death and Robots? Êtes-vous surpris que vous soyez le seul passager à bord? Ce Boeing 767 appartient à la compagnie aérienne la plus dangereuse au monde, Gamer. Juste après la création de la société en 2003, l'un de ces appareils a quitté la piste lors de l'atterrissage. Les passagers ont subi de nombreuses blessures, mais heureusement, ont tous survécu. Puis, encore une fois, après un certain temps, l'un de ces avions a disparu du radar une demi-heure avant l'atterrissage. Après 2 jours de recherche, il a été retrouvé. S'était écrasé dans une montagne. Et sur 104 personnes à bord, seuls les microbes ont survécu. Règle numéro 1 sur un avion, attachez toujours votre ceinture. La densité de l'air change constamment, imaginez ceci. C'est l'été, vous survolez un champ avec une brise chaude qui souffle sur l'avion. Puis soudain, le champ se termine et vous commencez à survoler un lac froid. Les vents chauds cessent soudainement d'influencer l'avion et vous commencez à... La turbulence va simplement secouer l'avion et peut-être le faire tomber de 3 mètres. Et tout cela se produit à une vitesse de 800 km/h. Et si votre ceinture n'est pas bouclée pendant une soudaine charge de 2G, vous êtes foutu. Chaque collision avec votre siège ou l'avion vous cassera les côtes, vous tordra les bras, vous brisera le crâne. Et ensuite, merde. Le gaz rare qui s'échappe du moteur attire la foudre plus fortement que n'importe quoi sur Terre. Mais le plus intéressant est que les gros avions créent souvent eux-mêmes des éclairs. Provenant de la queue de l'avion, une décharge électrique de centaines de milliers d'ampères se prolonge dans les nuages et du nez...
Désolé, mais tu peux pas vraiment t'échapper. Même si t'es dans les airs, même si c'est à une altitude de 5000 mètres, tu dois encore travailler sur ta chaîne YouTube. Tu voles jusqu'où comme ça? Au moins, regarde la carte. Oh, on dirait que tu as volé tout droit vers le fameux triangle des Bermudes. D'après les rumeurs, les avions et les bateaux disparaissent souvent dans cet endroit-là. Arnold, mais où est-ce que t'as mis tes ailes de jet? Et tes vêtements alors? Il semblerait que les rumeurs soient vraies et que tu es sur le point de disparaître. La science ne reconnaît pas vraiment toutes ces choses étranges qui se passent dans le triangle des Bermudes. Cependant, il existe plusieurs théories qui ne sont pas très scientifiques. Selon l'une d'entre elles, tout ce qui est amené à disparaître ici finit dans un univers parallèle. Eh, regarde, on dirait que tout est un peu différent ici. Tu as l'air étrange, même pour ce chien. Et comme tu peux le voir, ta maison a aussi beaucoup changé. Je te conseille de faire très attention ici. Voici Arnold. Ouais, c'est bien Arnold, bien qu'il vienne d'un univers quelque peu parallèle. On dirait que ce mec a beaucoup plus de succès que toi. Il porte même une jolie moustache très stylée. Et a priori, il n'a pas l'air de t'aimer beaucoup. Selon une autre légende, au bas du triangle des Bermudes se trouve la ville mythique de l'Atlantide. Bon, par contre, ne me demande pas pourquoi les anciennes Atlantes avaient besoin de tous ces avions et de tous ces navires. Mais les coutumes et les traditions anciennes sont dures. Quelqu'un comme toi serait immédiatement transformé en esclave. Ou si tu peux pas supporter ça, tu serais transformé en carburant pour les bateaux à vapeur. Attention Arnold, de nouveaux véhicules arrivent. Il y a une autre théorie. Tout ce qui se passe dans le triangle des Bermudes est dû aux extraterrestres. Et peut-être qu'ils prennent les véhicules pour étudier la technologie humaine. Ou pour les mettre dans leur musée. Regarde la quantité de choses qu'ils ont dans leurs expositions. Et comme les extraterrestres sont peu familiers avec les formes de vie terrestres, tu as été placé avec les champignons. Sois pas offensé, Arnold. C'est peut-être à cause de ta coupe de cheveux. Tu ne vas pas t'ennuyer pour longtemps. On dit que les extraterrestres enlèvent des gens dans un autre but. Tu dois tomber enceinte et porter leur bébé extraterrestre. Désolé Arnold, les extraterrestres sont aussi mauvais en matière de genre. Et Gob s'organiseraient un barbecue pour eux et leurs amis. Et on dirait même que la température normale du soleil ne soit pas vraiment suffisante pour faire griller leurs infâmes gargouilles pangalactiques. Ah, et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Oups, les éruptions solaires comme celle-ci ne sont vraiment pas bonnes. Parce qu'elles désactivent généralement toutes les centrales électriques et les appareils électriques de la Terre. Et certainement cela va affecter négativement tous les processus vitaux de la planète. En particulier en médecine. Mais aussi les besoins absolument cruciaux comme les réseaux sociaux, les likes et les partages. Seuls les satanistes ne seront pas affectés. Cela pourrait même leur profiter. Et voici notre tortue ultra rapide. Comme tout ce qui est électrique, la voiture d'Elon est tombée en panne. Bon, l'important ici est de ne pas se réjouir en avance. Il est peut-être idiot, oui. Mais notre Arnold sait parfaitement faire un clin d'œil. C'est juste dommage qu'il soit déficient intellectuel. On dirait que la batterie est morte. Maintenant, ces mecs doivent trouver un moyen de sortir de ce désert. Et c'est bien qu'Elon ait déjà trouvé quelque chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que son coffre contienne un seau, une mini-fusée et des provisions. Oh, des pommes de terre, c'est une excellente idée ça. Après tout, une pomme de terre est capable de délivrer de manière stable 0,5 volts de tension. Il faut environ 13 volts pour démarrer la voiture à moteur à combustion d'Arnold. Donc, avec 26 pommes de terre, un clou en zinc et un fil de cuivre, nous devrions en avoir assez pour démarrer cette voiture. Oh zut! Le courant de démarrage est trop faible. Pour pouvoir démarrer ce moteur, il nous faudrait des centaines de milliers de piles de pommes de terre. Je te conseille de te dépêcher pour 2 raisons. D'abord, le soleil se couche et les nuits dans le désert sont assez froides ici. Waouh, les mecs, ça c'est une super tenue! J'espère juste qu'on va pouvoir se passer du fameux cristal bleu pour aujourd'hui. Eh mais attendez, je sais ce que vous essayez de faire là. Si on prend des boulons en zinc, des vis, de la monnaie, des éponges, de l'oxyde de potassium, du cuivre, des plaquettes de frein, et qu'on mélange tout ça ensemble, et qu'on les connecte à la voiture, ensuite on aura une charge régulière de la batterie. Bon, les mecs ont fait tout ce qu'il fallait, c'est juste dommage qu'il n'y ait toujours pas assez de puissance pour démarrer cette voiture. Dépêchez-vous! L'heure tourne les mecs! Arnold, redresse-toi, reste pas comme ça! Attends, montre-moi ce que t'as trouvé là. Un aimant? Mais c'est exactement ce dont on a besoin, Arnold!
Hé, Elon, tu crois vraiment que c'est le bon moment pour ça, là? Ah, je vois, c'est pour une cause commune. En 1831, Faraday a mené une expérience similaire pour la première fois. Pour cela, nous avons besoin d'une bobine, d'un fil de cuivre et d'un aimant. On insère l'aimant dans une bobine enroulée de cuivre et on la ferme. On déplace l'aimant à l'intérieur et dans chaque bobine de cuivre, une tension de 0,01 volts est désormais générée. Et grâce au grand nombre de spirales, le tout fonctionne parfaitement. Alors voyons comment ça fonctionne pour les mecs. Waouh! Fais juste attention avec tes doigts. Ah bon, au moins on a survécu. Et le doigt va repousser comme d'habitude. Arnold, laisse la Tesla ici. Et maintenant, la fête continue. Oh oh. Arnold, on se calme. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une météorite. Un météore, c'est un corps céleste très large, d'origine cosmique. Leur masse peut varier de quelques grammes à quelques milliers de tonnes. Et ne t'en fais pas, il n'existe qu'un seul cas où une météorite a frappé une personne dans l'histoire. C'était en 1954. Et même, il a juste été touché à la jambe. Tiens, on dirait que quelqu'un s'est porté volontaire pour sauver la planète. Et on dirait aussi qu'il déborde d'enthousiasme. Ça ne m'étonnerait pas que cet épisode devienne le plus court de tous les temps. Et qu'il ait une fin heureuse. Ah non. Bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, comme d'hab. On dirait que notre planète est sur le point d'être détruite. Ou peut-être qu'il y aurait un autre sauveur? Est-ce que ça pourrait être Arnold? Excellent. On va choisir une tenue pour toi. Alors, celle-ci, non. Ça, certainement pas. Oh, non, surtout pas ça. Voilà, celle-là. C'est celle-là qu'il te faut. En fait, on pourrait se contenter de ce projet de SpaceX appelé DART. En 2022, il est prévu de lancer un vaisseau spatial qui pèse 500 kg pour qu'il percute un astéroïde nommé Didymos, et ce à une vitesse de 6 km par seconde. Le pilote automatique n'a pas encore été installé, donc tu vas devoir piloter manuellement, et ainsi devenir un vrai héros. Oh waouh! Arnold, t'as réussi à survivre. Bon, à peu près comme toutes les autres formes de vie les plus minables, comme les microbes. Mais à présent, on a un petit problème avec l'eau. Après qu'une météorite de 100 km de diamètre ait frappé la Terre, l'onde de choc a détruit presque toute vie, sur un rayon de 100 000 km² autour. Il y a eu une énorme libération de soufre, et la poussière et les cendres de toute cette destruction se sont élevées dans la haute atmosphère, et ont bloqué l'accès aux rayons du soleil. Tu dois avoir faim. C'est bien que tu aies gardé ta nourriture spatiale dans la fusée. Y avait pas de nourriture? Oh, ça c'est terrible. Parce qu'il n'y a plus de nourriture sur Terre non plus. Arnold! Arnold! Réveille-toi, j'ai une surprise pour toi. Tu sais que, bien sûr, je suis ton allié dans la lutte contre ta phobie sociale. Alors, tu sais quoi? J'ai décidé de t'aider en t'éloignant encore plus des gens. Plus précisément, au sommet du mont Everest. L'autre nom de la montagne est Chomolungma, et c'est le point le plus haut de la planète Terre. Au fait, je te dis ça en passant, mais tu me dois 50 000 $. C'est le prix moyen pour pouvoir faire une expédition par ici. Pour survivre au sommet, il faut un équipement de haut niveau. Après tout, c'est vrai qu'il y a très peu d'oxygène. Et il fait extrêmement froid. Descends, vite! Au moins 1 kilomètre. Dépêche-toi, Arnold, mais avance aussi lentement que possible. La quantité d'oxygène n'est qu'à 1/3 de sa normale ici. Essaie d'économiser ton énergie. Le manque d'air entraîne une mauvaise perception du temps par le cerveau. Alors tu vois, grimper seulement 5 mètres en 3 heures me semble un tout petit peu trop lent. Heureusement, le vent au sommet atteint 200 mètres par seconde et il peut nous aider. Tu peux voler sur 8 km en seulement 3 minutes. Mais attention, les sommets pourraient te gêner. Bon, t'as de la chance, t'es tombé dans les ordures. Les touristes qui viennent découvrir l'Everest laissent tellement d'ordures sur la montagne que le gouvernement paye 2 $ pour chaque kilo d'ordures ramassées. Je vois que t'es en train d'essayer de me rembourser mes 50 000 $. Arnold, essaye de ne pas respirer autant. À une température de moins 60 degrés Celsius, tes poumons vont commencer à se dessécher. La toux provoquée par la montagne est si mauvaise qu'elle peut même te briser les côtes. Je suis vraiment désolé, Arnold, mais les alpinistes ne peuvent pas retirer les cadavres de l'Everest. C'est impossible. De plus, les cadavres sont utilisés comme repères de hauteur sur les sommets. Eh bien, Arnold, au moins tu as trouvé quelque chose d'utile à faire. Dis-moi, je vois que t'es vraiment heureux d'être ici, mon pote.
Surtout après avoir enduré un froid aussi intense. Je pense que t'en profites même peut-être un tout petit peu trop là. Salut Arnold! On dirait que t'as commencé à avoir quelques hallucinations à cause du manque d'oxygène et que quelqu'un t'a amené au feu de camp. Bon, je suis plutôt content que tu te sois réveillé, mais il y a encore environ 6 km à faire devant nous. Malheureusement, je ne pense vraiment pas que tu aies encore la force de rentrer chez toi. Ah mais attends, Arnold, j'ai une idée! Tu peux tenter de répéter l'exploit de Marco Siffredi. C'était en 2001. Ce mec a réussi à descendre le mont Everest sur un snowboard. Je crois en toi, Arnold. Plusieurs os cassés et des engelures qui ont l'air d'être au dernier stade. Mais on a atteint le sol. Arnold, mais c'est complètement incroyable. Allez, crie un peu avec moi. Hurrah! Arnold, je plaisantais. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas crier dans les montagnes. Ça peut déclencher une avalanche. T'inquiète pas, Arnold. Je vais pas te laisser ici. Tu sais que tu me dois toujours 50 000 $, hein? Arnold, allez! Oh, c'est pas juste. Ok, je vais chercher une pelle. Non, ne fais pas ça, Arnold! Tu ne gagneras pas plus de temps. Et en plus, c'est vraiment dangereux. Tu ferais bien de me remercier, Arnie. C'est moi qui viens de sauver la peau de tes fesses en arrêtant le temps. Exactement comme ils le font dans les dessins animés. Alors, qu'est-ce que tu ferais en premier dans une telle situation? Peut-être que tu irais fouiller dans les archives du Pentagone pour découvrir si Armstrong est vraiment allé sur la Lune. Ou peut-être que tu oserais enfin embrasser Suzy? Oh! Bon, l'essentiel est de ne pas finir au Japon. Ils adorent arrêter le temps. Je veux dire, vraiment, ils adorent ça. Sur le plan physique, si le temps s'arrête, alors tout s'arrête. Pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que le temps est une des composantes de la vitesse et de la distance. Si l'une des valeurs est nulle, alors toutes les autres seront également nulles. À présent, en avant pour l'aventure. Oups! Les particules de lumière et les photons se sont également arrêtés. Par conséquent, la capacité de distinguer quoi que ce soit avec ta vue a disparu. Et tu ne pourras plus boire d'eau. Tout est gelé. Voici un autre fait intéressant. Un flux de lumière qui a quitté la Terre il y a 65 millions d'années se trouve maintenant à 65 millions d'années-lumière. Et quelqu'un avec un grand télescope pointé droit sur la Terre peut maintenant voir les dinosaures. Mais je suggère que nous revenions à la réalité, Arnold. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait bien gâcher ça? Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si la Terre s'arrêtait soudainement de tourner? En raison de l'inertie, tous les objets voleront vers l'est, atteignant une vitesse de plus de 1500 km/h. De plus, les perturbations atmosphériques créeront des vents très violents. Mais en même temps, n'oublie pas que la gravité de la Terre restera la même. L'élan des océans et des mers créera des tsunamis géants, absorbant 27 km de terre par minute. Une journée complète durera désormais une année entière, car la Terre, à une vitesse de 29,78 km par seconde, effectue un tour complet autour du Soleil. La journée du lever au coucher du Soleil durera 6 mois sous le soleil chaud et brûlant. Les 6 mois restants seront des mois de nuit, avec des températures négatives de moins 55 degrés. La Terre étant arrêtée, ses forces centrifuges créeront de hautes collines à l'équateur. Plus tard, elles disparaîtront, laissant un solide continent annulaire à l'équateur, séparant deux gigantesques océans. Mais la pire chose qui se produira sera due à l'arrêt de la rotation du noyau de la Terre. Après tout, c'est cette grande sphère de métal en fusion qui, par sa rotation, génère le champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique protège la planète des radiations. Donc, à partir de maintenant, il est mortellement dangereux d'être à la surface. Arnold, c'est pas possible, t'es une vraie poule mouillée quand il s'agit de survivre aux catastrophes. Tu dois trouver un abri. Je te suggère de te déplacer vers l'équateur, là où c'est le plus sûr. Dépêche-toi, Arnold, tu peux prendre le dernier bus pour les catacombes. Maintenant, tout le monde s'est déplacé sous la surface de la Terre. Ne t'inquiète pas, ce sont de vraies villes avec une bonne sécurité. On peut même y cultiver de la nourriture. Quelle aventure, Arnold! La population de la Terre a atteint son maximum et les habitants sont obligés de quitter la planète. Et voici ce qui arrive quand on appuie sur le bouton snooze 10 fois d'affilée. On finit par louper l'évacuation générale de toute la planète. Allez, Arnold, remets-toi, ne te mets pas dans tous tes états comme ça. Les gens ont laissé tout un tas de trucs vraiment cool derrière eux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en premier?
Oh vraiment? Un énorme burger? Et les voitures super cool alors? Et cette opportunité de vivre dans l'appartement de Trump? Fais un truc cool, bon sang! Waouh! Arnie, là, tu es un vrai héros. Libérer tous les animaux du zoo, ça c'est sacrément noble. Ça vaut bien un petit like, non les amis? Mais qu'en est-il des animaux de compagnie? Il y a 500 millions de chats et autant de chiens sur Terre. Et une fois libres, ils deviennent la proie des prédateurs. Mais assez parlé de choses tristes parce que toute la planète est ouverte aux affaires! Mais oui, les montagnes russes les plus incroyables! Celle-ci a une accélération de 206 km à l'heure et tu vas tomber d'une hauteur de 127 mètres. Arnold, avant, on ne te laissait pas passer à cause de ta taille. Mais maintenant, y a pas de problème. On dirait que ça n'a pas l'air aussi amusant que ça. Sans l'humanité, l'électricité va disparaître progressivement. Les batteries au lithium se déchargent d'elles-mêmes au bout de 7 ans. Et tu peux oublier l'énergie solaire au bout d'une vingtaine d'années, lorsque le dernier panneau tombe en panne. Et les centrales nucléaires, dans quelques décennies, s'arrêteront pour toujours, sans l'aide de l'humanité. Arnold, sors de là! Si t'es blessé, tu pourras même pas appeler les secours! Cette fois, t'en as eu de la chance! Comme tu peux le constater, le problème des déchets ne va pas se régler tout seul. Le plastique et le verre ne se décomposeront qu'à la suite de 7 ans jusqu'à plus de 1000 ans. Et ça ne va faire qu'empirer. Arnold, tu as survécu? Je vois que la vie primitive te convient mieux que la vie civilisée, dis-moi. C'est vrai que vivre en ville devient dangereux. Je te conseille de trouver un autre endroit où vivre. Un avion? Arnold, tu te moques de moi ou quoi? Enfin, je suppose que ces milliers d'heures passées à jouer au simulateur de vol de Microsoft ont vraiment porté leurs fruits. Oh, Arnold, regarde! Il y a une fusée sur Terre! Dépêche-toi! Arnold, je voudrais pas te contrarier, mais tu sais le lion que t'as libéré du zoo, il est dans l'avion juste derrière toi! Bon voyage, Arnold! C'est un grand jour, Arnold! Aujourd'hui, la planète devient propre. Les dirigeants de tous les pays se sont mis d'accord pour se débarrasser complètement du lithium, du pétrole et de l'uranium. Maintenant, plus rien ne peut menacer l'environnement. Mais, comment on va faire pour avoir de l'énergie sans combustible fossile? Les humains utilisent 150 pétawattheures d'énergie chaque année. Pour en produire autant, il faudrait 200 milliards de panneaux solaires, couvrant une surface de 3,7 millions de pieds carrés, 344 milliards de mètres carrés, ou 3,7% de la superficie du Sahara. Si tout le désert était recouvert de panneaux, on obtiendrait 27 fois plus d'énergie qu'on en a besoin. Seulement, il y a un mais. Cela coûterait 5 quadrillions de dollars. Il est plus facile de résoudre ce problème en utilisant la force brute. Qu'est-ce que tu as là, Arnie? Une batterie au lithium? Maintenant, toi, Arnie, ainsi que tous les autres contrevenants à l'environnement, vous allez devoir produire de l'énergie vous-même. Mais on a un autre problème. Si toute la population de la Terre pédalait toute l'année, et ce, sans s'arrêter, on ne produirait que 10,5 pétawattheures d'énergie. Le souci, c'est que ça ne représente que 7% de la quantité dont nous avons besoin. Car pour répondre à nos besoins, il nous faut 125 billions de personnes qui pédalent 8 heures par jour. 8 heures de vélo et ta punition est terminée. Quel imbécile! T'as même pas branché le treuil! Tu ne sais pas comment fonctionnent les batteries gravitationnelles? Si tu soulèves un poids à une grande hauteur et que tu le relâches ensuite, l'énergie stockée dans ce poids sera libérée. Cette énergie peut être convertie en énergie électrique. Par exemple, pour stocker 1 kW, tu dois soulever un poids de 900 kg à une hauteur de 400 mètres. Cette énergie est suffisante pour jouer à un jeu de console pendant environ 1h30. Ok, bon, maintenant tu vas avoir froid. Voyons voir où tu es. C'est pas vraiment le meilleur endroit, mon pote. Tu es dans le village d'Oymyakon, en Yakoutie, en Russie. C'est l'endroit le plus froid de la planète. On y a relevé un record de température de moins 71,2 degrés Celsius. Oh, mince! Selon les statistiques, 140 personnes par an meurent là-bas d'hypothermie. Alors, bouge-toi! La température du corps humain est de 36,6 degrés Celsius. Mais par un froid pareil, elle va chuter. Et comment? Ton corps va essayer de se réchauffer. Et il va le faire en frissonnant. Ensuite, ta mémoire va commencer à flancher. Et ensuite, ton esprit. Même si, pour toi, Arnold, ça sera à peu près ton état normal.
Cela sera suivi d'une fausse sensation de chaleur. Arnie, mon poteau, faut vraiment que tu commences à bouger tes membres là. Sinon, la mort va t'attraper. Allez, Arnold, tu peux le faire. Beau travail, mon pote. Mais où est-ce qu'il est passé? Ah, le voilà. Bon, je ne vais pas te réveiller. T'as vraiment vécu un peu trop de choses là ces jours-ci. Fais de beaux rêves, mon pote.